Bonjour. Aujourd'hui, on va faire semblant qu'un ami à moi, un grand ami à moi, n'est pas juste un hystérique qui maîtrise difficilement sa colère. D'ailleurs, que dirait Épictète sur lui? Et vu qu'on va faire semblant qu'il n'est pas hystérique, nous allons utiliser une voix bien grave pour lire un de ces gazouillis sur Twitter. Gazouillis que j'ai noté dans mon petit carnet. Merci aux Américains de faire des films sur notre histoire, puisque notre cinéma subventionné en est manifestement, piteusement incapable. Trop glorieuse sans doute, trop vite privilège sûrement, dit-il avec des guillemets anglais pour bien montrer sa soumission à l'envahisseur américain. On sait de quel côté il aurait été en 40. Et donc pour parler de films historiques français, je vais parler de Tavernier. Ce que je vais continuer à vous montrer sur cette chaîne, c'est la voix du surhomme. Non? Le truc c'est que je peux pas vivre avec des gens qui se douchent froid si moi je prends des douches chaudes. C'est littéralement impossible. Pitié? C'est littéralement impossible. Achevez-moi. Non, on va bien sûr pas parler de lui. On va parler de Bertrand Tavernier. J'espère que je n'ai pas choqué par mes petites boutades quelques Juliennes ou quelques amateurs de poterie, car c'était bien de Juju dont nous parlions. D'ailleurs, ils sont tellement sensibles qu'on dirait presque des guerriers de la justice sociale, toujours prêts à s'indigner. Mais vous avez raison, indignez-vous. Que disait Nietzsche de nouveau sur ceux qui s'indignent? Alors, couverture stylée sur l'échelle de l'histoire de France ou pas? Avec un petit tableau, là, hein, quand même, petit tableau épuré, tableau de Edouard Munch. Stylé, stylé. Dès qu'on parle de l'homme sans aigreur et ingénument comme d'un ventre qui possède deux besoins et d'une tête qui n'en possède un seul, dès qu'on ne voit, ne cherche et ne peut voir partout que la faim, l'appétit sexuel et la vanité, considérés comme les seuls ressorts authentiques des actions humaines, bref, dès qu'on parle mal de l'homme, sans même en parler méchamment, le philosophe passionné de connaissance doit prêter l'oreille avec attention. Il doit même se faire toute oreille sitôt qu'il entend parler sans indignation. Car l'homme qui s'indigne, l'homme qui se déchire et s'écorche lui-même à belles dents, à moins qu'il ne s'acharne sur le monde, Dieu ou la société, est peut-être moralement supérieur aux satyres rieurs et satisfaits. C'est moi. Dans tous les autres sens, il constitue un cas plus ordinaire, moins intéressant et moins instructif. Et nul ne ment autant qu'un homme indigné. Avec une petite note de bas de page, avec marqué en français dans le texte. Et oui, ça sert à quelque chose de lire les notes de bas de page. Oui, bon voilà. Petite citation. Il manque plus que ma poterie et puis on est bon. Donc vous, mes chères Juliennes, mes chers amateurs de poterie, vous qui êtes indignés par mes vidéos, êtes-vous des menteurs? Bref, blague à part, on va parler du vrai sujet de la vidéo. Donc c'est Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier qui est un réalisateur français dont j'avais extrêmement brièvement abordé certains films dans ma vidéo sur Juju. Tout à la fin, j'avais cité certains de ces films comme étant des films historiques. Et ce grand réalisateur français est récemment décédé, c'est-à-dire le 25 mars 2021, et il a clamsé. Et donc depuis le 25 mars, j'ai regardé pas mal de ses films, parce que tout simplement, j'aimais déjà bien ce que j'avais pu voir de lui, et j'avais envie d'en découvrir plus, et j'ai envie de vous partager pourquoi est-ce que j'adore le cinéma de Bertrand Tavernier. Et j'ai envie de vous parler de ce qui, à mon sens, réussit le mieux. Et pour voir ça, on va regarder la première scène, après le générique, de son premier film, L'Horloger de Saint-Paul. Alors c'est pas un film historique, mais on va retrouver ça un peu partout dans sa filmographie. Donc c'est quand même intéressant de regarder ce qu'il fait dans cette scène-là pour mieux pouvoir comprendre après ses choix de réalisation. Je me décale un peu histoire de pouvoir mettre l'image sur le côté, en espérant que ça passe avec le robot YouTube. Et donc si la vidéo est monétisée, bien sûr évidemment c'est pas moi qui la monétise, ce sont les extraits qui entraînent sa monétisation. Et donc le film commence comme ça, c'est-à-dire qu'on est à une table, on voit des gens qui discutent, on sent que ça parle de politique. Ah, ces conneries de transistors, ça marche jamais comme il faut. Tu vois que les Français ont voté comme des cons. Toujours en rogne, toujours. Oui, parce que moi j'y étais à la manifestation des putes place des Jacobins. Mais après tout, elles revendiquaient le droit de travailler comme tout le monde, ces femmes-là. Oui, mais alors, est-ce qu'elles brandissaient leurs instruments de travail? Et ça permet immédiatement, à travers une discussion somme toute assez triviale, de donner déjà des informations sur le contexte géopolitique du film. On est en période d'élection, il y a des gens qui sont un peu plus pour la peine de mort, d'autres qui sont plus communistes, et on peut immédiatement se poser la question de qui va être notre personnage principal parmi cette joyeuse bande de gaillards. Et en fait, le truc c'est aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux ne sera le personnage principal. Le personnage principal va arriver ensuite. Là, normalement, on reconnaît Noiret, sur un peu de culture, un tout petit peu. Ah, monsieur, je vous remercie de votre délicatesse, vous m'avez attendu. Ah, Vladimir.
Donne-moi mon bœuf. La conversation continue, on voit qu'ils se font des blagues, on comprend donc par l'interaction sociale que ces gens-là sont très amis. Ils plaisantent ensemble de sujets quand même assez graves. Je vous passe juste l'extrait sur la peine de mort que je trouve absolument génial et je pense à vous donner envie de voir le film. En tout cas, quand le film s'ouvre comme ça, bah t'as juste envie de voir la suite. Alors moi j'ai décidé, je vais fonder la TAPMO. Qu'est-ce que c'est? Mais ils font un truc toutes les semaines. La TAPMO, Qu'est-ce l'association Oui. des téléspectateurs amis de la peine de mort. Ah, C'est gentil, non? oui. Et alors, il y a un seul but, hein, que les exécutions capitales soient télévisées. Oui, ça passerait juste avant Guy Lux. Et donc du coup, en fait, ça fait que bien qu'on se doute que Noiret est le personnage principal, bah tout simplement parce qu'on a un peu de culture et qu'on sait que c'est un grand acteur et on sait que c'est un acteur reconnu et qu'on sait que c'est un acteur fétiche de Tavernier, mais en fait, immédiatement, il est noyé dans un groupe, il est noyé dans un collectif et immédiatement, ça donne de la consistance à ce personnage puisqu'en fait, il est dans un univers qui existe, dans un univers qui est tangible, vu qu'on voit les interactions sociales des personnages entre eux et on voit qu'il y a un univers qui existe autour de ce personnage principal. C'est-à-dire que tout ne tourne pas forcément toujours autour de lui. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on va commencer des séquences alors que le personnage principal n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit pas, il y a juste en fait ce qui arrive au personnage principal qui est important. En fait, non, il y a tout le reste aussi qui est autour, qui est intéressant. Et ça fait que la crédibilité de l'univers du film s'en retrouve renforcée. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour, puisque c'est filmé, puisque c'est montré, est intéressant. D'ailleurs, on note que dans l'introduction que je viens de vous montrer, il n'y a pas ou quasiment pas de gros plans sur le personnage principal. Il est toujours noyé dans cette foule, même si on a un peu ce cadre-là qui le met quand même un peu plus en valeur que les autres. On comprend qu'il fait partie d'un tout, qu'il fait partie d'un collectif. Et j'aime vraiment cette façon de présenter les personnages par leurs interactions sociales. Rien qu'avec cette séquence, en fait, on va éprouver de l'empathie pour lui, parce que on est à table avec ses potes, et donc on va rire, on se souvient de Bergson. On a des informations sur le contexte politique de la France dans lequel se passe le film, et on a des informations sur les relations sociales qu'ont les gens entre eux. Et donc c'est ça que j'aime retrouver dans le cinéma de Bertrand Tavernier. C'est de se rendre compte qu'en fait, il y a tout un univers qui existe en dehors des personnages principaux de son film. Et là, où peut-être on le voit le mieux, je pense, c'est dans La vie et rien d'autre, qui est peut-être, pour moi, dans ce que j'ai vu de lui, j'ai pas tout vu, l'un de ses meilleurs films. Je le mettrai en deuxième, on parlera de celui que je préfère juste après. La vie et rien d'autre, c'est un film, donc un film historique, un film français, Cocorico, qui se passe en 1920, juste après la fin de la Première Guerre mondiale, où en fait des militaires, donc toujours joués par Noiret, va devoir en fait chercher des cadavres, chercher des corps, essayer de les identifier pour pouvoir dire aux familles des victimes, en fait finalement ça sert à rien de continuer à chercher votre mari, votre frère, votre fils, en fait il est là, il est mort, ou bien on l'a retrouvé, il est dans tel hôpital, etc., il est amnésique, ou bien tiens il est défiguré, etc. Et dans le film en fait on va suivre trois personnages, on va suivre deux femmes qui sont à la recherche de leur mari ou de leur amant, et donc Noiret qui va aider ces femmes-là à retrouver leur mari ou leur amant. Et donc au début du film, après un quart d'heure, on a bien suivi Noiret comme ça qui enquête, on a bien vu toutes les difficultés qu'il avait enquêtées, et on arrive sur cette séquence-là qui a absolument rien à voir. Ah, tout de même. Bonjour, monsieur. Vous me reconnaissez? Bien sûr, monsieur Lagrange, mon inspecteur. Mademoiselle Vallier. Mademoiselle Vallier, je désespérais de vous rencontrer avant de reprendre mon train. C'est le congé de Toussaint, monsieur. J'avais prévenu la mairie qu'on garde les enfants jusqu'à ce que... Je sais, on vous les a gardés, mon petit, et je ne vous fais aucun reproche. Mais vous vous doutez bien tout de même que je ne me suis pas déplacé sans une bonne raison. Et ma raison, la voici. Ma raison, c'est que Jacques Lecordier, instituteur titulaire, vient reprendre sa place dans nos rangs. Et sa place, mademoiselle, c'est la vôtre. Et là, je vous pose la question, déjà, qui est le personnage principal? Quel personnage principal du film on voit dans cette séquence? Parce qu'en fait, narrativement, cette scène a une seule fonction, c'est-à-dire chasser un peu l'institutrice de son travail pour qu'elle puisse se mettre en route pour essayer de retrouver son amant. D'autant que j'ai perdu l'habitude, ils me font presque peur, ces gamins. Ils sont gentils. Sauf qu'en regardant cette séquence, tous les personnages sont un peu détaillés, c'est-à-dire que même l'instituteur, c'est la seule fois qu'on le verra du film, il a une sorte de personnalité, on le comprend, c'est un pauvre mec qui revient de la guerre, il est totalement atrophié. Je demande pardon, le château de... Il est totalement éclopé, il est mutilé, il est amputé, et il doit continuer à s'occuper des gamins, et maintenant, ces gamins, en tant qu'institut, lui font peur. T'as une empathie pour lui, c'est-à-dire qu'en fait on aurait très bien pu ne pas le montrer et juste avoir quelqu'un qui lui dit non mais c'est bon, maintenant t'arrêtes d'être institutrice parce que l'instituteur est revenu, et puis peut-être même montrer cet instituteur de manière négative, sauf qu'en fait là il n'y a aucun jugement négatif sur l'instituteur, le mec il fait juste ce qu'on lui dit de faire, et il n'a pas spécialement envie de redevenir instituteur après ce qu'il a vécu pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait dans le film on va voir petit à petit en fait les séquelles de la Première Guerre mondiale un peu partout dans le cadre, à travers tous les personnages secondaires.
Ce qui va permettre de donner une densité au film, de lui donner de la crédibilité. Et vraiment, cette séquence est de mes préférées chez Tavernier. En quelques instants, il arrive à te catégoriser un personnage. Et en plus, à la fin de la séquence, là, on croise Sabine Azéma, immense actrice chez Tavernier ou bien chez Alain Resnais. Et Sabine Azéma, c'est un des 3 personnages principaux du film, avec l'institutrice et avec Noiret. Sauf que vous voyez bien que dans cet extrait-là, elle est traitée comme un personnage totalement secondaire, elle fait juste que passer. Et encore une fois, ça va permettre de donner de la densité au film, de montrer que tout ne tourne pas qu'autour des personnages principaux, comme lors de cette séquence qui suit juste après, où en fait on va suivre un paysan, comme ça, qui est en train de labourer son champ, et qui va détourer une bombe, une ogive, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas le jargon militaire, vous me pardonnerez. Tu vois, vieux gars, ça c'est du parisien. Il est riche. Attends, on est bien comme on est. Parce que ces planqués de parisiens, ils ont peut-être la vie facile, mais c'est bien tout ce que des cocus. Si je te disais, en perme, leur bonne femme, combien j'en ai arrangé. Seulement dame, la chaude pisse, tu l'avais en prime, la chaude pisse. Allez, hop, hop. Hop. Oh. Oh. Et donc là, elle va croiser donc Sabine Azéma et son chauffeur. D'ailleurs, son chauffeur a quand même plusieurs répliques assez intéressantes dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, comme l'instituteur, les personnages tertiaires ont vraiment des dialogues dans son film. Il va essayer de leur donner le plus d'importance possible pour que tout simplement, si eux sont crédibles, les personnages principaux vont l'être encore plus. Et donc, on va voir cette grande dame comme ça qui est à la recherche de son mari passer du point de vue du pauvre paysan qu'on ne reverra plus après dans le film. Et encore une fois, Sabine Azéma, qui joue un des personnages principaux du film, va être traitée comme un personnage secondaire. On va épouser le point de vue de quelqu'un d'autre. Et le fait de changer de point de vue, de ne pas être que du point de vue des héros, ça va permettre de tout simplement montrer d'autres répercussions de la guerre, comme ce paysan qui va retrouver encore des obus dans son champ plusieurs années après la fin des conflits. Encore une fois, chez Tavernier, tout va passer par les détails. Il va tout faire pour te mettre le maximum de détails. Et je me souviens avoir vu Tavernier lorsqu'il a sorti La Princesse de Montpensier. Je l'avais vu en avant-première. Et je me souviens qu'il avait dit qu'en fait, lui, il s'intéressait un peu à l'histoire, aux historiens, il les interrogeait, il leur demandait « Ah, mais comment ça se passait à cette époque ?» Et il récupère le maximum de détails pour les mettre ensuite dans son film. Par exemple, dans La Princesse de Montpensier, à un moment donné, il y a une nuit de noces, il a demandé à des historiens, et ça se passait à peu près comme ça dans la réalité, il a voulu le remontrer dans son film pour que ça soit le plus crédible possible. Pareil au niveau des costumes. Et il essaie de pas donner au spectateur l'image d'Épinal qu'il avait de cette époque, mais de vraiment coller à ce qui se faisait. D'ailleurs, en fait, si on exclut ce film, donc La Princesse de Montpensier, qui est adapté d'une très courte nouvelle, vous l'avez peut-être déjà lu, en fait, d'ailleurs, au lycée. Ou alors, vous avez peut-être lu La Princesse de Clèves du même auteur. Autrice! Non, on va rester sur auteur. Sans eux, ce sera bien mieux. Un mot épicène. Tavernier est quand même assez fidèle à ce qu'il adapte. Par exemple, j'avais lu la BD Quai d'Orsay, et quand tu regardes son film Quai d'Orsay, qui est son dernier film de fiction, si je ne m'abuse, Tavernier est extrêmement fidèle à la bande dessinée. Avec sans doute Thierry Lhermitte dans son meilleur rôle. Peut-être même son seul bon rôle, qui sait. Et donc j'ai envie de vous parler de mon film de Tavernier préféré, qui est une adaptation d'un roman de Pierre Bost, qui est Un dimanche à la campagne. Alors Un dimanche à la campagne, pour vous raconter rapidement l'histoire, pour vous donner envie. C'est un vieux qui va bientôt mourir. D'ailleurs le titre du roman s'appelle Monsieur l'Admiral va bientôt mourir. Et en fait il reçoit un dimanche à la campagne ses enfants, avec leurs petits-enfants. Et donc il va chercher son fils à la gare, et puis en fait, lui il s'en fout un peu de son fils et de ses petits-enfants. Lui ce qu'il veut, c'est sa fille. Lui il attend qu'une seule chose, c'est que sa fille arrive, que sa fille daigne lui rendre visite. Et sa fille est encore une fois jouée par Sabine Azéma, qui est complètement folle dans le film, enfin qui est complètement, on va dire, exubérante. Et elle rend son père absolument joyeux. Rien que sa présence, elle l'embellit. Elle le rend radieux. Et je trouve le film absolument terrible, notamment à cause de cette scène-là. Cette scène-là où en fait la petite fille veut montrer un dessin à son grand-père, et en fait, son grand-père il s'en fout, son grand-père ce qui l'intéresse, c'est sa fille à lui. Elle était pressée. Oui, d'habitude, en passant, en tournant, elle nous fait un signe de la main. Oh, tiens, Mireille, tu nous montres ton dessin? Oh, c'est joli, regarde, pour son âge. Oui, on aurait dû l'accompagner à la grille. Et le père qui regarde comme ça le dessin de sa petite fille un peu dépitée d'être comme ça délaissée par son propre père. Et en fait c'est un film qui rend hommage à un de mes mouvements picturaux préférés, c'est-à-dire l'impressionnisme, parce que le grand-père est peintre, il se pose des questions sur comment est-ce que cette technique picturale doit évoluer, s'il doit céder oui ou non à l'impressionnisme. Et pour moi il y a
cette séquence qui rend peut-être hommage à un des plus beaux tableaux du monde, peut-être mon tableau préféré, un tableau de Renoir, celui-ci. Et donc cette séquence, ça donne ça, ils sont dans une guinguette. Et je trouve que Tavernier, dans cette séquence, arrive parfaitement à saisir l'esprit de ce tableau, c'est-à-dire la foule, les gens qui dansent, une certaine insouciance, une légèreté. Et donc en faisant Un dimanche à la campagne, Tavernier rend hommage en fait à Pierre Bost, donc l'auteur du bouquin. Il rend hommage à Pierre Bost parce qu'en fait Pierre Bost, c'était son scénariste, avec Jean Orange. D'ailleurs, il a même rendu hommage à Jean Orange dans un film qui s'appelle Laissez passer, sorti en 2002, où il raconte en fait le passé un peu de résistant de Jean Orange. Comment est-ce qu'il a refusé de travailler pour les Allemands. Et Pierre Bost et Jean Orange ont pas mal travaillé avec Tavernier au début de sa carrière. Et là, je peux pas m'empêcher de faire un petit aparté, parce qu'en fait, Truffaut, François Truffaut, donc le réalisateur des 400 coups, il aime pas spécialement Pierre Bost et Jean Orange. Et j'ai envie de vous parler un peu des critiques que Truffaut a fait sur les films qui sont scénarisés par Pierre Bost et Jean Orange. En fait, Truffaut, vous le savez, on a déjà parlé dans cette vidéo, c'est quelqu'un qui défend le cinéma d'auteur, et le cinéma d'auteur, pour lui, l'auteur doit être le réalisateur et pas le scénariste. Il doit être un homme de cinéma et pas un homme de littérature. Pour lui, le scénariste, c'est encore trop un homme de littérature. Et en tout cas, Pierre Bost et Jean Orange sont des hommes de littérature, et pour eux, ce ne sont pas des hommes de cinéma, ce ne sont pas des hommes qui ont des idées de cinéma. Alors, si j'en crois ce qu'en dit Truffaut, parce que bien évidemment, j'ai pas vu tous les films scénarisés par Bost et Orange, et j'ai encore moins lu les livres qu'ils adaptent, on a souvent dit qu'ils faisaient des adaptations très fidèles des bouquins, et lorsqu'une scène n'était pas tournable au cinéma, ils essayaient d'en faire l'équivalent. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description, vous pourrez lire. En gros, Truffaut est pas hyper d'accord pour dire qu'il est fidèle, mais surtout, pour Truffaut, les deux, le duo, va affaiblir en fait les œuvres originales, et il va donner un exemple. On me dira, admettons qu'Orange et Bost soient infidèles, mais nierez-vous aussi leur talent ? Leur talent, certes, n'est pas fonction de la fidélité, mais je ne conçois d'adaptation valable qu'écrite par un homme de cinéma. Orange et Bost sont essentiellement des littérateurs et je leur reproche ici de mépriser le cinéma en le sous-estimant. Ils se comportent vis-à-vis du scénario comme l'on croit rééduquer un délinquant en lui trouvant du travail. Ils croient toujours avoir fait le maximum pour lui en le parant des subtilités de cette science des nuances qui font le mince mérite des romans modernes. Ce n'est d'ailleurs pas le moindre travers des exégètes de notre art de croire l'honorer en usant du jargon littéraire. En vérité, Orange et Bost affadissent les œuvres qu'ils adaptent, car l'évidence va toujours soit dans le sens de la trahison, soit de la timidité. Voici un bref exemple. Dans Le diable au corps de Radiguet, François rencontre Marthe sur le quai d'une gare, Marthe sautant en marche du train. Dans le film, ils se rencontrent dans l'école transformée en hôpital. Quel est le but de cette équivalence ? Permettre au scénariste d'amorcer des éléments antimilitaristes ajoutés à l'œuvre, de concert avec Claude Autant-Lara, c'est le réalisateur. Or, il est évident que l'idée de Radiguet est une idée de mise en scène, alors que l'idée inventée par Orange et Bost est littéraire. On pourrait, croyez-le bien, multiplier les exemples à l'infini. En fait, Truffaut dit que pour Bost et Orange, le réalisateur se contente juste de mettre des cadres, des jolis cadres, de faire de l'esthétique sur le texte qu'ils ont filmé. Bon, il leur reproche aussi d'être des petits bourgeois qui font des films pour des petits bourgeois. Alors moi, j'entends la critique de Truffaut, je la trouve intéressante. Je suis pas forcément d'accord, j'ai pas vu le film dont il parle là, spécifiquement. Tout comme j'ai pas lu le roman. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Dans du cinéma, il faut qu'il y ait des idées de cinéma. Parce que sinon, c'est juste du théâtre filmé ou de la littérature filmée, ça donne un peu de la merde. Ce qu'il faut, c'est quelque chose en plus, c'est qu'il y ait une âme en plus qui passe tout simplement par le vecteur cinématographique. Sinon, ça sert à rien, autant lire le bouquin. Sauf que parfois, je me méfie de ce qui fait justement trop cinématographique. Et filmer quelqu'un qui monte dans un train en marche, parfois j'ai l'impression que ça fait justement trop cinéma, ça fait trop artificiel, et parfois j'ai du mal à y croire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Tavernier, lui et Bost et Orange, il les aime beaucoup. Vu qu'il les a engagés comme scénaristes, vu qu'il leur rend hommage dans ses films, vu qu'il adapte leurs films, vu qu'il adapte même la vie d'Orange au cinéma, c'est quelqu'un qui les aime beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez un témoignage en fait de l'amour de Tavernier pour le cinéma français, c'est son dernier film qu'il a fait avant de mourir. Alors c'est un documentaire, c'est très long, mais c'est plutôt pas mal. Ça s'appelle « Voyage à travers le cinéma français », si je ne m'abuse, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et il va parler là justement de tout ce cinéma qu'il aime. Français, monsieur, français, stylé. Et là je me dis effectivement peut-être que le cinéma de Tavernier a quelque chose de trop littéraire. C'est-à-dire qu'il adapte trop fidèlement les œuvres. Mais justement, moi je trouve au contraire que Tavernier, en appréciant la littérature, en mettant peut-être un brin de littéraire dans ses films, arrive en fait à sublimer ses histoires, c'est-à-dire qu'il se permet de ne pas être à 100% dans l'intrigue. C'est-à-dire dans « Je reprends la vie et rien d'autre » par exemple. Donc je reprends cette intrigue où il s'agit de retrouver des disparus et de savoir si Sabine Azema et l'autre actrice dont j'ai oublié le nom
vont retrouver ou non leur mari et leur amant, Tavernier se permet de parler d'autre chose. Il se permet un discours politique sur la gestion de la guerre et de l'après-guerre par l'état-major français. Il se permet de montrer en fait tout simplement la vie des paysans et par extension la vie de tous les autres Français qui doivent se reconstruire après-guerre, faire avec de nouvelles normes, le fait d'être mutilés par exemple, le fait d'avoir des obus dans les champs, le fait de devoir construire des monuments aux morts. Il y a une blague pas mal sur le monument aux morts dans le film. C'est mieux qu'au revoir là-haut, voilà, je vous le dis. Et en épousant le point de vue de ces gens qui ne sont pas les héros de l'histoire, je trouve que ça donne finalement sa force. Comme la littérature, il peut se permettre quelques minutes de digression. Une page, un paragraphe, un chapitre. Et ce qui fait qu'en fait, ces films transpirent la vie par tous les pores et les rendent profondément crédibles. Et en fait, si je veux comparer ça avec un autre film sur la Première Guerre mondiale qui est sorti assez récemment, c'est-à-dire 1917, que j'ai vraiment pas aimé, et pourtant j'aime Sam Mendes. Sauf qu'en fait, 1917 c'est trop artificiel. Autant je peux aimer l'artificialité d'un plan séquence dans James Bond, dans Spectre au début, où tu dis ouais c'est un peu stylé, tu vois, c'est beau gosse, c'est un agent secret et tout. Autant dans un film sur la Première Guerre mondiale qui est censé quand même être un peu un truc qui arrivait vraiment, un truc réaliste, pour moi ça passe pas, tout a l'air faux, tout a l'air calculé, tout a l'air d'avoir la caméra qui est pile au bon moment, qui passe pile au bon endroit, les gens qui sont eux-mêmes au bon endroit, tu sais, pour sauter dans une rivière alors que le jour commence à poindre et que ça te fait une photographie magnifique en orange et bleu, que le mec il arrive pile au moment où les gens sont en train de chanter dans le camp anglais, que l'avion s'écrase pile sur eux. Bref, tous ces trucs, je les trouve absolument profondément artificiels. C'est-à-dire qu'en fait, on sent toute la mécanique de l'histoire, toute la mécanique du scénario. On sent que c'est huilé, on sent qu'il y a une envie d'efficacité, que les choses avancent, elles avancent vite. Et en fait, ça laisse juste pas le temps aux personnages de se développer, pas le temps aux personnages d'avoir des interactions qui soient tout simplement crédibles, qui leur donnent de la consistance. Parce qu'en fait, c'est ça, chez Tavernier, les personnages ont de la consistance parce qu'on se permet de filmer des petits dialogues qui sont rien, des petites discussions anodines. Ça fait qu'en fait, il y a une profonde humanité qui se dégage de ces films, il y a une profonde humanité. Et même lorsque les sujets sont assez atroces. Par exemple, je pense au Juge et l'assassin. Pareil, c'est un de ses premiers films. On a Noiret qui joue un juge et on a Galabru qui joue un assassin. Donc en fait, on a au début un juge qui est présenté comme un bourgeois, vous savez, un type un peu noble. On nous montre avec sa maman, il est tout adorable et tout. Et on a Galabru, qui arrive pas à pécho, voilà, qui arrive pas à tremper le biscuit. C'est terrible pour lui. Il tire sur sa bien-aimée, en fait, qui ne veut pas de lui. Il va à l'asile et en fait, il est rejeté de cet asile. Alors que Galabru, lui, il veut rester à l'asile, il veut continuer à être soigné. Et là, déjà, on voit qu'il y a un problème au niveau de la société. Il y a un problème au niveau de la société sur comment la société gère ses délinquants. Et Galabru, en sortant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tuer des enfants, il va les violer, il va les sodomiser, il va les éventrer, les éviscérer, tout ce que tu veux. La routine. Un mauvais mardi, en somme. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film ne va pas poser de jugement moral sur le personnage de Galabru. On n'est pas là pour te dire « oh, il est vilain, etc. » Et au contraire, Tavernier va jouer sur cette ambiguïté morale entre le juge, qui va tout faire pour manipuler en fait Galabru, pour qu'il lui raconte comment il a fait ses meurtres, pour qu'il avoue. Et Galabru, lui, finalement, il va s'attacher à son juge. Et le juge était plutôt sympathique au départ, puisqu'en fait, il se proposait finalement d'arrêter en fait un assassin, un tueur en série. Mais en fait, on se rend compte qu'il est peut-être pas forcément du bon côté. Certes, on lui a donné un côté sympathique au départ, et puis petit à petit, on va nuancer ce côté sympathique. Et Galabru, lui, au contraire, plus il se fait manipuler, plus, malgré les atrocités qu'il a commises, il va se montrer sympathique. Bien que, voilà, on ne dînerait pas avec un sodomiseur d'enfants. Voilà. Pas à ma table, je ne rirai pas avec lui. Alors certes, ça sert un message politique pour le film. Le but, c'est de montrer à quel point la bourgeoisie est prête à tout pour se débarrasser de ce qu'ils appellent les cheminots. Cheminots pas OT, mais EAU. Ceux qui arpentent les chemins. Comment en fait la bourgeoisie, la société de classe bourgeoise, avantage la bourgeoisie et fait qu'en fait les prolétaires n'ont aucune chance de s'en sortir. Parce que la société ne s'occupe pas d'eux, que la société sert en fait à les réprimer. Et vu que le film en fait n'est pas là en train de te dire « regarde, ça c'est bien, ça c'est mal », que t'as pas la solution directement, tout ça, ça va te permettre de réfléchir, de penser. Tu as l'émotion en regardant le film, ce qui est le plus important, mais surtout après, ça va te permettre de cogiter encore un peu. Ce ne sont pas des films idiots. Ce ne sont pas des films qui ont pour but de servir comme ça un roman national, n'en déplaise à certains, mais ça n'en reste pas moins des œuvres de grande qualité. Mais ce qui est bien avec le cinéma de Tavernier, c'est qu'il s'est intéressé à peu près à tous les genres. On a du film en costume avec La Princesse de Montpensier. Il y a La Fille d'Artagnan aussi, mais je l'ai pas vu, mais je crois que c'est pas top. On a des films qui se passent pendant la Première Guerre mondiale avec Captain Conan et La Vie et rien d'autre. D'ailleurs, Captain Conan, c'est vachement bien aussi, avec Philippe Torreton. On va s'intéresser à un groupe de soldats, et plus précisément à un soldat, qui sont sur le front de l'Est lors de la Première Guerre mondiale. Et si vous voulez goûter à la franche camaraderie entre poilus, clairement, ce film est fait pour vous.
Encore une fois, par contre, il y a une certaine ambiguïté morale. Est-ce que le personnage de Captain Conan, c'est un bon gars, un mauvais gars? Ce sera à vous de juger. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la guerre l'a détruit. Il a également fait des films sur la police, L461, un truc comme ça. Hein, je vais pas faire semblant que j'ai retenu le numéro qui est après le L. Il a fait des films sur l'école. Vachement bien. En fait, Tavernier a une filmographie qui est riche et il sait s'emparer avec humanité de ses sujets, tout en faisant des films qui sont jamais chiants, il se passe toujours un truc. C'est pas un truc contemplatif, hein, voilà, je vous précise, pour les petits sensibles qui n'aiment pas regarder des choses où il se passe rien, alors que tout le monde sait que les meilleurs films sont ceux où il ne se passe rien. Dans la vraie vie, il ne se passe rien non plus. Jamais. Et où à chaque fois, avec son humanité, elle arrive à capter une vérité absolument universelle qui font que toi, tu ne peux que t'émouvoir. Alors juste, si vous voulez mes 3 préférés, je dirais Un dimanche à la campagne, La vie et rien d'autre, et peut-être ensuite Captain Conan. Voilà. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, surtout que Netflix a quand même pas mal de ses films au catalogue. Et vu que je sais que vous êtes des petits faquins abonnés à Netflix, hein, vous n'avez aucune raison pour ne pas les regarder. Est-ce que tu as une raison pour pas le regarder? Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Regarder d'autres merdes sur YouTube? Non, y a rien de bien sur YouTube. Il n'y a que les vidéos de Monsieur Génocide qui sont bien. Les miennes.